On peut maintenant passer à un deuxième exemple du cas de source non monochromatique, qui est le cas de la source qui est quasi monochromatique. Donc, petit b, donc ça sera le paragraphe petit b, donc c'est le sous-paragraphe petit b, cas d'une source quasi monochromatique. Cas d'une source quasi monochromatique. Donc une source quasi monochromatique, c'est une source qui modélise une raie spectrale. D'accord? Donc elle modélise une raie spectrale. On a vu que, par exemple, la lampe spectrale de Mercure, son spectre est composé par différentes raies spectrales. Chaque raie possède une certaine couleur. D'accord? Et donc cette raie spectrale, si on veut tracer le profil de sa densité spectrale d'éclairement, on va trouver donc une allure qui ressemble à celle-ci. Donc ça, c'est la densité spectrale de l'éclairement en fonction de la fréquence. Donc le profil, il ressemble à cette allure, d'accord? Donc le profil, il est centré en U0, où l'éclairement est maximal. L'éclairement ici est maximal. Et normalement, donc, si la source était monochromatique, on aura donc un pic, comme ça, qui est donc de largeur nulle. Mais ici, on a ce qu'on appelle une largeur spectrale. Donc c'est delta nu, on a vu déjà ça, delta nu. Donc ici, comment on mesure cette largeur sur la figure? Donc il suffit de mesurer la largeur à mi-hauteur. Mi-hauteur, c'est-à-dire on prend le maximum et on le divise par 2. D'accord? Donc on prend le max, on le divise par 2. Donc ceci va donner deux positions spectrales. Donc c'est nu1, nu2. Deux abscisses spectrales, nu1, nu2. La différence entre nu1 et nu2, delta nu, donc c'est celle qui représente l'écart spectral. C'est elle qui représente l'écart spectral. Voilà. Donc la source est dite quasi monochromatique si, donc quasi monochromatique, si l'écart spectral est négligeable devant nu0. D'accord? Donc, ça doit être très faible pour qu'il se rapproche, pour que le modèle donc, soit proche du modèle parfait de la source qui est monochromatique. D'accord? Donc, plus delta nu est faible, plus ce profil s'approche du modèle de la source monochromatique. Donc, on peut avoir plusieurs exemples de profil spectral, ou bien de densité spectrale d'éclairement. Par exemple, le profil lorenzien, le profil gaussien. D'accord? Donc on peut avoir... Donc il existe plusieurs exemples. Donc on peut avoir plusieurs exemples de epsilon nu. Donc je donne
les exemples les plus importants, donc le profil gaussien. On dit aussi gaussienne, d'accord? L'expression est la suivante, donc l'éclairement spectral égale à A fois exponentielle nu moins nu 0 au carré sur alpha au carré. Donc nu 0 c'est la fréquence centrale, donc ça c'est nu 0, c'est la fréquence centrale. A c'est le maximum, d'accord? Donc le maximum d'éclairement, donc ça c'est le A. Et alpha, elle est proportionnelle à l'écart spectral delta nu. D'accord? Donc on peut montrer que delta nu, c'est égal à 2 racine de log de 2 fois alpha. D'accord? Donc ça, c'est l'écart spectral. L'essentiel que plus alpha est grande, plus la gaussienne, elle sera large, et plus on s'éloigne de la monochromaticité. Ensuite, on peut avoir le profil lorenzien. Donc, il est décrit par un écart spectral de cette forme, c'est I0, epsilon 0, voilà, epsilon 0 sur bêta au carré plus nu moins nu 0 le tout au carré. D'accord? Donc ici, A et alpha sont des constantes, et ici bêta c'est une constante, d'accord? Epsilon 0 aussi, ce sont des constantes. Donc ici, la fonction lorentzienne est centrée en nu 0, toujours, et on peut montrer que l'écart spectral est proportionnel à bêta, donc l'écart spectral c'est égal exactement à 2 bêta, d'accord? Donc plus bêta est grand, plus la largeur spectrale est grande, et plus on s'éloigne de la monochromaticité. Donc il y a un autre profil qui est plus simple de ces deux profils, qui sont plus proches de la réalité. Donc ces deux profils sont plus proches de la réalité, mais on peut utiliser un profil qui est simplifié, qui peut être une bonne approximation d'une source quasi monochromatique, c'est le profil rectangulaire. D'accord? Donc c'est le profil rectangulaire. Le profil rectangulaire, c'est très simple. Il est comme ça. L'éclairement spectral, c'est la forme d'un rectangle. C'est la forme d'un rectangle, comme ça. Donc ce rectangle, il présente un éclairement maximal qui est constant sur un intervalle nu1, nu2. Et cet intervalle, il constitue l'écart spectral. Et cet intervalle, il est centré en nu0. Et on a toujours la relation delta nu négligeable devant nu0. Donc on peut faire le calcul de l'éclairement sur l'écran final. Dans le cas d'un profil gaussien et dans le cas d'un profil lorenzien en travaux dirigés par exemple, dans les exercices. Mais ici, dans le cours, on va choisir de développer et de calculer l'éclairement final sur l'écran pour le profil rectangulaire. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Donc dans ce cas, la source n'est pas monochromatique. Donc je ne peux pas utiliser directement la formule d'interférence. L'éclairement égale 2 fois epsilon 0 fois 1 plus cosinus 2 pi sur lambda 0 fois delta. Donc c'est pour cela que je vais diviser le profil rectangulaire en des bandes de fréquence. Donc ça c'est une bande de fréquence.
d nu. Voilà. Donc chaque bande de fréquence, donc ça c'est une bande. Donc la bande de fréquence, elle vérifie d nu négligeable devant delta nu. Donc cette bande qui est centrée en nu, donc centrée en une fréquence quelconque nu, donc cette bande est centrée en nu, donc elle peut être supposée monochromatique. Pourquoi? Parce que sa largeur est très très faible par rapport à delta nu, donc elle peut être supposée monochromatique avec une fréquence nue. Donc je peux dire que je peux appliquer la formule d'interférence pour cette bande. Donc cette bande, elle va créer sur l'écran un système de franges qui est décrit par l'éclairement d epsilon égale d epsilon 0 fois 1 plus cosinus de pi sur lambda fois delta. Remarquez très bien que je n'ai pas mis ici lambda 0 parce que lambda, maintenant, elle est variable. Lambda égale C sur nu. Parce que nu est une variable dans ce cas. Et je rappelle que delta d epsilon 0 égale à l'écart égale à la densité spectrale d'éclairement fois d nu. Donc déjà, on a vu ça dans le paragraphe 3.1. D'accord? Donc voir le paragraphe 3.1. Donc finalement, on obtient l'éclairement élémentaire relatif à la bande d nu égale donc à, donc j'ai oublié ici le 2, donc c'est 2 fois epsilon nu fois 1 plus cosinus de pi sur c fois delta fois nu fois d nu. Donc finalement, pour avoir l'éclairement final sur l'écran, l'éclairement qui résulte de la superposition de toutes les figures données par toutes les bandes d nu de ce profil-là, donc il faut sommer, c'est-à-dire il faut intégrer. Pourquoi on peut sommer? Pourquoi on peut intégrer? Parce que toutes les bandes sont non cohérentes, parce qu'elles sont non synchrones. D'accord? Donc les bandes sont non synchrones. Donc on peut sommer, c'est-à-dire intégrer l'éclairement. D'accord? Donc c'est égal donc, à l'intégrale entre, normalement c'est 0 plus l'infini, parce que la variable ici c'est la fréquence, et la fréquence elle varie entre 0 et plus l'infini. Mais si on divise notre intégrale de 0 à l'infini en 3, la première intégrale entre 0 et nu 1, elle sera une intégrale nulle parce que la densité spectrale est nulle. Deuxième intégrale entre nu 2 et nu 1 et nu 2. Et troisième intégrale entre nu 2 et plus l'infini qui sera aussi nulle. Donc il reste finalement l'intégrale entre nu 1 et nu 2 de d epsilon. Donc c'est égal à donc epsilon égale à 2 fois epsilon nu max fois l'intégrale entre nu 1 et nu 2 de 1 plus cosinus de pi sur c fois delta nu fois d nu. Donc 2 epsilon nu max fois delta nu plus la primitive de cosinus, donc c'est c sur 2 pi delta
fois sinus de pi sur c delta nu 2 moins sinus de pi sur c delta nu 1. Donc ici on a des parenthèses. Voilà. Donc on va utiliser la formule trigonométrique sin A moins sin B. Donc sinus A donc c'est égal à 2 fois sinus, la différence sur 2, cosinus, la somme sur 2. Donc on trouve 2 nu max fois delta nu fois 1 plus c sur pi delta fois delta nu fois sinus, donc la différence sur 2, donc ça sera pi fois delta nu sur c fois cosinus, la somme sur 2, donc ça sera 2 pi sur c fois delta fois nu 0. Donc avec nu 0, c'est égal à nu 1 plus nu 2 sur 2. Voilà, donc ça c'est le calcul. Donc il apparaît ici la fonction qu'on appelle sinus cardinal. C'est la fonction sinus x sur x, parce que ça c'est x, et ça c'est 1 sur x. Donc on définit la fonction sinus cardinal. Donc remarque, fonction sinus cardinal. Donc c'est la fonction notée sin c de x. Donc on ajoute c pour le sinus. Donc sin c de x égale donc sinus x sur x, si x différent de 0, et 1 si x égale à 0. Voilà. Donc, l'éclairement, c'est égal à donc epsilon égale, donc on va poser cette quantité, donc on va le poser, ça c'est par exemple I0, voilà, donc ça c'est notation, donc on va noter cette quantité I0, donc on trouve 2 bien epsilon 0, voilà, pour être cohérent avec l'éclairement, voilà, donc on va trouver 2 epsilon 0 fois 1 plus sinus cardinal de pi delta fois delta nu sur c fois cosinus de 2 pi sur c fois delta fois nu 0. Voilà. Donc ça c'est la forme générale de l'éclairement sur l'écran dans le cas d'une source quasi monochromatique pour un profil spectral qui est rectangulaire. Donc il apparaît toujours à côté du cosinus ce qu'on appelle le facteur de visibilité. Donc c'était un cosinus, c'était une fonction cosinus dans le cas d'une source dichromatique, et dans le cas du profil rectangulaire, source quasi monochromatique, le facteur de visibilité c'est un sinus cardinal. Bon, c'est pas toujours le cas. Donc par exemple, si on prend un profil gaussien, on va trouver une gaussienne. Si on prend un profil lorenzien, on va trouver un facteur de visibilité exponentiel. D'accord? Donc c'est pas la même chose. Donc le facteur de visibilité, sa forme dépend du profil spectral qui est choisi. D'accord? Donc ici on prend ça, ce qu'on appelle donc V, le facteur de visibilité. Donc d'une façon générale, comment on trace le sinus cardinal? Donc le sinus cardinal de x, donc sinus cardinal de x, donc en 0 la fonction elle est maximale qui est égale à 1, donc ensuite elle diminue,
Voilà, donc ça c'est la fonction sinus cardinale. Et déjà les pics qui sont secondaires ici sont négligeables par rapport au pic principal. Donc ça c'est le pic principal, et ça ce sont les pics secondaires qui sont négligeables par rapport au pic principal. Et la fonction elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées parce qu'elle est paire. D'accord? Donc ici on considère le grand X, tout ça, d'accord? Donc la variable ici c'est le delta, c'est la différence de marche, parce que si on prend n'importe quel dispositif interférentiel, donc sur l'écran d'observation, donc si on prend un écran par exemple qui est parallèle à la droite à sens 2, donc ce qui va varier c'est delta le long de l'écran d'observation. Parfois juste on agit sur le dispositif, par exemple comme dans le cas de Michelson, on va voir, donc on va agir sur les miroirs de Michelson pour changer delta, d'accord? Donc l'essentiel c'est que dans la forme de facteur de visibilité, c'est delta qui varie. C'est le cas aussi pour l'éclairement, d'accord? Donc ici c'est delta qui varie. Donc ici on a le produit de fonctions qui varie les deux en fonction de la même variable qui est la différence de marche delta. Et si on compare la largeur de sinus cardinal par rapport à la période de cosinus, donc on va trouver que la largeur est très grande. Et c'est pour cela donc le sinus cardinal, il va jouer le rôle d'une enveloppe pour le cosinus dans le traçage de l'éclairement. D'accord? Donc on va voir ça plus en détail. Donc tout d'abord, on va tout d'abord présenter le contraste. D'accord? Donc le contraste, c'est tout simplement la valeur absolue de sinus cardinal. D'accord? Donc le contraste, C qui est égal à la valeur absolue de V. Donc c'est la valeur absolue de sinus cardinal de pi fois delta B sur C fois delta. D'accord. Donc si on trace le contraste, donc la courbe elle sera positif, d'accord, en fonction de delta. Donc on voit très bien que le contraste il est maximal au centre, d'accord, pour delta égale à 0. Donc ici la figure elle sera donc nette pour delta égale à 0. Ensuite si delta augmente, le contraste il va s'affaiblir progressivement. Donc le contraste il va s'affaiblir progressivement. Et à partir d'une certaine valeur de delta, le contraste est négligeable. Mais on a vu que cette valeur particulière de delta est appelée la longueur de cohérence spatiale, la longueur de cohérence temporelle, pardon. D'accord? Donc c'est noté LC. Donc normalement ça c'est LC. D'accord? Donc c'est la longueur de cohérence temporelle. Donc ici on va déterminer LC par le calcul, parce qu'on sait que le sinus cardinal mathématiquement il va s'annuler en pi, 2pi, moins pi, moins 2pi, d'accord? Donc il suffit de mettre sinus x sur x égale à 0, donc on va trouver sinus x égale à 0, avec x différent de 0, donc c'est-à-dire x appartient, c'est-à-dire x égale à n fois pi, donc n entier fois pi, avec n appartenant à z étoile, d'accord? Parce que pour x égale à 0, le sinus cardinal est maximal. Donc, en mettant cette grandeur, cette quantité qui représente x en fait, égale à pi, donc pour trouver ce point, donc alors on va trouver que LC égale à quoi? Donc LC c'est la valeur de delta, donc cette quantité égale à pi implique, cette quantité égale à pi implique que delta égale à quoi? Donc delta égale à C sur delta nu. Voilà. Donc ici on a montré grâce à notre calcul dans le cas de profil rectangulaire que la longueur de cohérence temporelle LC égale à C sur delta nu.
Ça, c'est un résultat qui est déjà connu. On a vu déjà ça dans le troisième sous-paragraphe de l'étude de l'interférence en lumière non monochromatique. D'accord? Donc, je vais mettre ça sous forme de remarque. Donc, remarque. LC égale AC sur delta nu. Donc, ceci implique que delta nu fois donc, LC sur C égale à 1. Ceci implique que delta nu égale delta nu fois tau C égale à 1. Donc ça c'est tau C. D'accord? Donc vous pouvez voir le paragraphe. Donc c'est le paragraphe 3.1 et 3.3 aussi. Donc ce sont les deux paragraphes 3.1 et 3.3. Voilà. Donc on a vu cette relation dans le paragraphe 3.1. Je rappelle que tau C, ça c'est le temps de cohérence, c'est la durée d'émission moyenne d'un train d'onde. Donc on a vu cette relation, l'écart spectral multiplié par le temps de cohérence est équivalent à 1, c'est-à-dire qu'il varie de façon inverse, donc ils sont les deux inversement proportionnels. Donc on a trouvé ça, on a retrouvé ça par le calcul, d'accord, dans le cas de profil rectangulaire. On peut refaire tout ça dans le cas des profils gaussiens et lorentziens, mais on trouve que LC, la longueur de cohérence temporelle, est proportionnelle à C sur delta nu. C'est égal à une constante fois C sur delta nu. Donc ça c'est la deuxième remarque. D'accord? Dans le cas des profils gaussiens et lorentziens, le calcul donne LC égale à une constante fois C sur delta nu. D'accord? Mais toujours, on trouve que l'écart spectral et le temps de cohérence sont inversement proportionnels. D'accord? Donc ce qui explique encore, ce qui explique davantage la signification physique de la longueur de cohérence temporelle, c'est-à-dire c'est la valeur de la différence de marche à partir de laquelle le contraste est négligeable et la figure donc elle ne sera pas nette. Donc on dit que la figure elle est brouillée. D'accord? Ensuite on arrive donc au traçage de l'éclairement. D'accord? Donc j'ai dit qu'il faut toujours, avant de tracer l'éclairement, donc montrer que le facteur de visibilité c'est l'enveloppe dans ce cas. D'accord? Donc comment on montre que le facteur de visibilité il va jouer le rôle de l'enveloppe comme le cosinus dans le cas de la source est dichromatique? J'ai dit donc qu'il suffit de comparer la largeur du pic principal, qui est la largeur du facteur de visibilité, par rapport à la période de cosinus. D'accord? Donc ici, la largeur c'est quoi? Donc traçage de epsilon, de delta. Donc la période de cosinus c'est quoi? De pi sur C fois nu0 fois delta. Donc c'est C sur nu0 qui est égal donc à lambda 0. Donc le cosinus de pi sur la période fois la variable. Donc la période ici c'est C sur nu0. Ensuite, la largeur de sinus cardinal, la largeur du pic principal de V est 2 fois LC. Donc c'est ça la largeur, c'est 2 fois LC, donc c'est la même largeur.
Donc c'est égal à 2 fois C sur delta nu. Donc pour comparer la largeur à la période, donc on fait le rapport entre les deux. Donc on fait le rapport, on a C sur nu0 divisé par 2C sur delta nu, c'est égal donc à delta nu sur 2 nu0. Voilà. Donc delta nu sur nu0 c'est négligeable devant 1, car delta nu est négligeable devant nu0 parce que la source elle est quasi monochromatique. D'accord? Donc on a une source qui est quasi monochromatique. C'est-à-dire que la largeur spectrale, elle doit être négligeable par rapport à la fréquence centrale nu0. Donc ici, avec cette comparaison, on montre que V joue le rôle de l'enveloppe. D'accord? Donc V joue le rôle de l'enveloppe pour le traçage du contraste en fonction de delta. D'accord? Donc on va tracer ce contraste en fonction de delta. On va tracer l'éclairement en fonction de delta. Donc ça c'est l'éclairement. L'éclairement en fonction de delta. Donc les étapes de traçage, donc, je rappelle l'équation, donc l'expression de delta, donc l'expression epsilon de delta égale donc 2 epsilon 0 fois 1 plus sinus cardinal de pi delta nu sur c fois delta fois cosinus de pi sur lambda 0 fois delta. Donc ça c'est l'expression de l'éclairement. Donc on va chercher tout d'abord le minimum et le maximum et la valeur moyenne de l'éclairement. Donc le minimum il est donné pour cosinus égale moins 1 et sinus cardinal égale à 1, donc ça fait 0 pour l'éclairement. Donc ça c'est le minimum. Le maximum c'est pour le cosinus égale à 1, le sinus cardinal égale à 1, donc ça fait 4 epsilon 0 pour le maximum. Ensuite, on va tracer la moyenne qui est entre les deux. Donc cette moyenne, elle va jouer le rôle de l'axe des abscisses pour l'enveloppe, qui est le sinus cardinal. D'accord? Donc, on va tracer le sinus cardinal. Donc en pointillé, parce que c'est l'enveloppe. Donc voilà, ça c'est le sinus cardinal. Donc ensuite, pour reconstituer toute l'enveloppe, il faut tracer le symétrique de sinus cardinal, puisque le cosinus il vibre entre V et moins V, entre V et moins V. Donc qui dit moins V dit la symétrique de V par rapport à la moyenne. D'accord? Voilà, donc ça c'est l'enveloppe. Ensuite, dernière étape, on va donc mettre l'enveloppé, c'est-à-dire le cosinus à l'intérieur de l'enveloppe. Etc. Voilà. Donc ça c'est l'éclairement qui résulte d'une autre calcul, d'accord? Donc ça c'est un éclairement qui est théorique, mais en pratique, à partir de cette position, donc les franges ils ne sont plus visibles parce que le contraste est très faible, d'accord? Donc cette position, on a dit que c'est égal à LC, d'accord? On va le présenter, c'est LC, d'accord? Donc c'est la largeur de cohérence temporelle. Et évidemment, la distance entre deux pics successifs, ça représente la période de ce cosinus. Et on a dit que la période de ce cosinus, c'est égal à lambda 0. D'accord? Donc ici, la distance entre deux pics,
c'est lambda 0. Voilà. Donc ça, c'est l'éclairement.